Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 282. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. J'ai envie de vous parler d'un mot que vous entendez partout, mais dont on sous-estime encore souvent la puissance réelle. Il s'agit de la communauté. Dans notre monde actuel, la publicité coûte de plus en plus cher, les algorithmes changent en permanence et l'attention, ça devient une denrée rare. Il y a une constante qui résiste à tout ça, c'est le lien humain. Et c'est exactement ce qui permet une communauté bien construite. Mais alors, qu'est-ce que c'est au juste qu'une communauté? Quelle est la différence concrète, par exemple, entre une communauté et une audience? Quel type de communauté est-ce qu'on peut envisager selon son secteur ou ses objectifs? Et surtout, par où commencer pour en bâtir une, la faire vivre et mesurer son impact? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois aujourd'hui Louis Barre. Louis accompagne des entreprises et des créateurs à structurer des communautés fortes sur des plateformes comme Discord, Slack ou même Facebook. Il va nous expliquer quelles sont les ressources nécessaires, les bonnes pratiques à connaître, mais aussi les pièges à éviter. On évoquera aussi une question qui est souvent négligée, la taille idéale d'une communauté. Faut-il viser large ou au contraire rester restreint mais hyper engagé? Et bien sûr, on parlera chiffres, KPI, ROI, statistiques, parce qu'une communauté peut et doit être un levier mesurable. Que vous débutiez ou que vous cherchiez à structurer ce que vous avez déjà construit, cet épisode va vous apporter une vision claire et des conseils concrets. Je vous propose d'accueillir tout de suite Louis Barre. Bonjour Louis, bienvenue sur le podcast du marketing. Merci Estelle. Écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est un sujet en fait assez central. On en parlait en off juste avant. On en parle tout le temps. C'est tout le temps autour de nous. Et finalement, je me rends compte que j'ai pas fait tant d'épisodes de podcast dessus. Donc, il était temps d'en parler. Aujourd'hui, on va parler de communauté. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Louis, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Avec plaisir. Moi, c'est justement pour ça que je suis sur ce podcast. En tout cas, c'est venir un petit peu parler de mon métier et de l'avantage que ça peut avoir pour justement les business, les gens qui nous écoutent. Moi, ça fait un an et demi à peu près que je suis community builder. Donc, mon job, c'est de créer des communautés pour les marques et pour les indépendants. Donc, on en parlera dans l'épisode de tous les types de communautés qui existent. J'ai eu la chance, l'année dernière de commencer, avec, une dame que je suivais depuis un petit moment, à créer de la communauté autour de sa formation, sur le trading. J'ai pu bosser avec, les Jeux olympiques, dont on parlera sans doute aussi, au mois du coup de juillet-août à peu près, qui était une super expérience, beaucoup d'émotions, beaucoup de ferveur, donc c'était super, une super communauté. Avec d'autres clients comme, le Crédit Agricole, d'Île-de-France et et là depuis, février, je travaille avec l'agence, Netcord, qui, est spécialisée dans la création de communautés sur Discord. Donc, je suis bien content de partager mon savoir avec eux et voilà, je sais pas si j'ai tout dit. Non, mais trop bien. Écoute, non, c'est super intéressant parce que effectivement, quand on parle de communauté, tu l'as dit, il y a plein de formes de communauté. Enfin, ça englobe énormément de choses. On va parler des JO tout à l'heure, parce que moi, je suis une grosse fan des JO. Ceux qui écoutent, ils commencent à le savoir, mais trop cool d'avoir pu bosser avec eux. Mais moi, tu vois, j'ai une première question qui me vient à l'esprit. Moi, je parle beaucoup d'audience, évidemment, dans le marketing. Travailler l'audience, comprendre son audience. Enfin, pour moi, tout part de ça. C'est quoi, pour toi, s'il y en a une, c'est quoi la différence entre audience et communauté? Il y en a une, forcément et il y en a une très grosse, et je commencerai peut-être par même te parler de l'amalgame qu'il y a entre Ouais. audience et communauté. L'amalgame, il vient surtout du côté des influenceurs, parce que du côté des marques, c'est un petit peu moins vrai. Mais on a vraiment cet amalgame de la communauté de. La communauté de Squeezie, la communauté de Cyprien, la communauté de peu importe l'influenceur qu'on suit d'ailleurs.
Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre communauté et audience, la différence, elle est sur l'interaction entre les membres. L'audience, on est sur une interaction qui est verticale. Donc, on parle de one to many, par exemple. Donc, on va dire, je sais pas, je prends toujours l'exemple de Decathlon quand je parle de communauté, je sais pas Ouais, pourquoi. ok. Mais Decathlon sur Instagram, par exemple, qui va être en one to many. Donc, ils vont faire un post. Donc, c'est eux, le one, et tout le many, c'est tous les gens qui vont voir le post. Mais il n'y a pas forcément d'interaction entre les gens, même s'ils peuvent se répondre en commentaire, c'est pas l'essence de l'interaction, quoi. Et sur le communautaire, on est plus sur du horizontal, en many to many, comme on dit. Donc on a la marque qui parle aux membres, on a les membres qui se parlent entre eux, et aussi les membres qui peuvent parler à la marque beaucoup plus facilement, ou en tout cas aux représentants de la marque, etc. Alors que sur Instagram, bon, on peut envoyer un message privé par exemple, mais c'est pas non plus le, le gros du truc, quoi. Ouais, donc en fait, quand on parle de communauté, c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils ont une très grosse communauté. En fait, ils ont une grosse audience. La communauté, c'est le fait que les gens se retrouvent autour, effectivement, d'un même sujet, d'une marque, d'un influenceur, enfin, peu importe. Mais en tout cas, ils interagissent entre eux. Et il y a des choses qui se construisent, finalement, presque sans la marque. Là où tu donnais l'exemple de Decathlon. Decathlon, ils ont une super grosse audience, mais effectivement, ils parlent, ça descend à l'audience. Tu peux avoir quelques remontées, des commentaires, des choses, évidemment, mais il n'y a pas de choses qui se construisent entre les personnes qui suivent Decathlon réellement. C'est ça la vraie grosse Ouais, différence. bien sûr, et il y a un truc qui est important aussi à noter, c'est qu'il y a l'implicite et il y a l'explicite. C'est-à-dire que forcément, dans les gens qui vont acheter du matos chez Decathlon, il y a des gens qui vont par exemple courir ensemble, il y a des gens qui vont aller faire de l'escalade ensemble, etc. Sans forcément savoir qu'ils ont tous les deux acheté leurs chaussures à Decathlon, ou voilà. Donc ça, c'est plus de l'implicite, pardon. Et l'objectif pour une marque, donc là je te parle principalement des marques, mais on verra qu'il y a d'autres types de communautés, c'est d'être le vecteur de rencontre entre les gens. C'est de faire en sorte que si ces gens-là sont devenus amis, s'ils se sont rencontrés et s'ils ont accès à une expérience utilisateur, une expérience client plus évoluée que juste j'ai acheté mes chaussures, et ben là je vais courir avec des gens, etc. Peut-être que j'ai accès à du contenu de coach, de running et tout, je sais pas. C'est vraiment le but c'est grâce à Decathlon que j'ai une expérience client plus développée. Mais alors, du coup, je me mets à la place de Decathlon. Ouais. C'est quoi mon intérêt? C'est quoi mon intérêt que Julien, Guillaume et Lola finalement courent ensemble et échangent des trucs et machin, tu vois, grâce à Ouais. Decathlon. Il y a énormément d'intérêts. Il y a déjà l'intérêt de l'acquisition. Parce que si on sait que telle marque a une communauté et pas une autre, bah en général, on a peut-être plus tendance à aller vers la marque qui a une communauté parce qu'on se dit, bah, je vais pouvoir avoir des conseils, je vais pouvoir rencontrer des gens, je vais pouvoir avoir des feedbacks sur des produits, ce genre de trucs. Il y a le côté allègement du support pour la marque. Parce que forcément, les gens vont poser des questions dans la communauté et vont pouvoir s'entraider. Donc ça va alléger le support pour la marque. Avec l'acquisition, on a j'ai pas le mot, mais on va baisser nos coûts d'acquisition de pub, etc. par exemple, parce qu'on va avoir un truc naturellement où des gens vont aller inviter des gens dans la communauté, vont parler bah, comme sur ton dernier épisode sur l'employee advocacy, ils vont aller parler de la marque autour d'eux, etc. Ils vont devenir des ambassadeurs en fait. Ils deviennent Voilà. ambassadeurs, ouais, c'est ça. Donc tu réduis sur le. Bon, là, c'est du long terme par contre. C'est pas, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais du coup, on réduit ses coûts d'acquisition. On augmente sa fidélisation. Parce que du coup, les gens, ils ont une expérience utilisateur décuplée par le nombre de gens qui sont dans la communauté. Plus tu as de gens, plus c'est précieux. Donc, et encore là, je te les liste pas tous en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait en t'écoutant. Je me dis mais il y a plein de trucs. Moi, je vois un gros levier image dans le sens où la communauté c'est de l'expérience, l'expérience bah, c'est de l'image, c'est bien souvent de l'émotion, de l'expérience dont tu vas te souvenir plus que de tout ce qu'on aura pu dire et tous les features et les éléments intéressants qualitatifs, quantitatifs ou tout ce que tu veux que tu vas pouvoir proposer sur la marque. L'expérience, en revanche, le fait que Lola, Julien et Guillaume soient allés courir ensemble, pour le coup, ils
ils vont probablement plus s'en souvenir que n'importe quoi d'autre. Donc oui, il y a un gros levier acquisition, il y a un levier support que je trouve vachement intéressant, tu vois, j'y avais pas pensé, et il y a un levier image qui clairement est intéressant. Donc, ce que j'entends dans ce que tu me dis, Louis, c'est que on parle pas beaucoup de communauté et c'est une bien grosse erreur parce que manifestement, ça peut faire quand même beaucoup de choses pour une marque. Sauf que moi, quand tu me dis communauté, pardon, mais je suis un petit peu perdue parce que j'ai l'impression que des communautés, il y en a plein de différentes, qu'il y a plein de façons de voir les communautés différemment. Est-ce que tu es d'accord avec moi d'une part? Est-ce qu'il y a des types de communautés différentes? Quel type de communauté? Comment est-ce que ça fonctionne? Je suis absolument d'accord avec toi et ce serait un peu pompeux de ma part de dire que c'est nouveau, les communautés. Parce que, depuis la nuit des temps, on s'organise en communauté et cetera. C'est absolument pas nouveau et beaucoup de marques, ont déjà, un peu la base de la communauté, qui est de mettre les gens en relation, par exemple, sur un forum ou peut-être d'organiser des événements physiques et cetera. Ça, c'est un petit peu, ça fait partie de l'aspect communautaire, de regrouper les gens. Hem Moi, ce que je propose et maintenant nous avec, Netcord, c'est, de faire en sorte qu'il y ait cette dimension en ligne aussi, pour que ce soit du 24/7 partout en France et cetera machin et que tu puisses connecter des gens un petit peu de partout. Et du coup, dans les types de communautés, tu peux me rappeler ta question, exacte? Ouais, c'est quoi en fait, il y a quoi comme communauté? Parce que tu vois, j'imagine différents médias, différentes façons d'organiser une communauté. Si je veux me lancer dans les communautés, c'est quoi les différents types de communautés auxquels il faut que je Ouais. pense? On va avoir en fait, ça dépend du type de personnes, de business, de clients que tu es. Ça peut être une communauté, autour d'une formation, donc une communauté d'apprenants. Ça peut être une communauté de pratique autour d'un sujet. Ça peut être une communauté autour d'une passion, comme par exemple si on parle de sport avec Decathlon. Ça peut être une communauté de professionnels. Par exemple, on sait que la SACEM a une communauté. Ça peut être une communauté d'ambassadeurs autour d'une marque. Ça peut être une communauté de, j'ai plus le mot exact, mais quand une marque se lance pour avoir ses premières personnes qui vont leur faire des retours. Euh, De témoignages, ouais, voilà, en de... fait, c'est tout usage, tout objectif peut avoir une communauté en fait. La seule base commune qu'il faut avoir, c'est soit des gens engagés, soit de l'audience. C'est-à-dire que pour toi, pour se lancer dans la communauté, il faut déjà avoir quand même une base qui est active, d'audience, soit de... Ok, ça marche. Et tu vois, moi, quand tu me dis communauté, ok, j'entends selon ce que tu vas proposer, selon ton marché, selon ce que tu apportes à ton client et où tu en es, tu vas aller chercher des choses différentes, des objectifs différents avec ta communauté autour de, par exemple, des témoignages, des ambassadeurs, autour d'une passion, etc. D'un point de vue du média, moi, tu vois, c'est vraiment quelque chose. Je trouve que les communautés, tu as l'impression que ça peut être un peu tout et n'importe quoi. D'un point de vue du média, où est-ce que tu organises ta communauté? Est-ce que c'est marrant, tu vois, moi, quand on me parle communauté, pourtant, c'est vieux et j'ai même plus de compte pour tout te dire. Quand tu me parles communauté, je pense groupe Facebook. C'est ça que j'ai encore en tête. Alors, je suis un peu, je suis un peu de l'ancienne génération, mais où est-ce que tu organises une communauté? Comment est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a des médias spécifiques pour des objectifs spécifiques de communauté? Comment est-ce qu'on choisit le lieu sur lequel on va construire sa communauté? Et est-ce qu'on choisit un lieu d'ailleurs? Oui, comme pour toutes les stratégies en vrai, réseaux sociaux, c'est important de choisir où est-ce qu'on va et pourquoi. Après, c'est aussi important, forcément pour moi c'est important, mais c'est assez important de se faire accompagner par des personnes dont c'est le métier justement de créer de la communauté parce que on peut avoir des idées reçues des fois. Dans les plus gros que tout le monde connaît un petit peu de plateformes communautaires, on a Discord, Slack, Facebook, justement comme tu disais, Circle ou WhatsApp. C'est un petit peu les plus gros du domaine. Et chacun a ses avantages et ses inconvénients, on va dire. WhatsApp est très bien pour diffuser de l'information, mais pas vraiment pour l'aspect horizontal, parce que ça reste très vertical, parce que ça devient très vite illisible. Quand on est sur des très grosses communautés, c'est bien quand on est une trentaine de membres, que c'est une petite communauté. Par exemple, une communauté d'ambassadeurs, ça peut être super. Pour fédérer un petit WhatsApp, c'est très facile d'accès, tout le monde l'a sur son téléphone, voilà.
Donc ça, c'est un avantage. Les inconvénients, c'est que ça devient très vite illisible, ça devient très vite du spam. C'est tout le temps dans ta poche, dans ton téléphone, donc ça peut être un peu envahissant. Il y a pas d'historique de messages, enfin il y a pas mal au final de points négatifs aussi. Circle, on a, l'aspect, marque blanche qui est cool, mais il y a l'aspect prix qui peut être bloquant des fois. Facebook, c'est une cible particulière parce que comme tu disais, c'est un peu plus à l'ancienne école, et ça dépend des sujets. Slack pour le milieu professionnel, il y a énormément de gens qui préfèrent aller sur un Slack parce que c'est, ce qu'il y a de que tout le monde a en fait, dans toutes les boîtes, tout le monde a un Slack quasiment. Donc forcément, c'est, ce que les gens connaissent le plus et là où ils sont le moins frileux à aller. Et le dernier pour la fin, le meilleur pour la fin selon moi, c'est Discord qui est, selon moi le plus complet, en termes de possibilités, le plus personnalisable, parce qu'on peut développer, n'importe quelle application qu'on veut dessus, le plus ergonomique, le plus gratuit aussi malgré tout, heu et Et puis c'est fait pour ça, Discord. Si je dis pas c'est de ça. bêtises, pour moi, Discord, il a été, tu vois, là où WhatsApp, c'est pas le but initial, Ouais, WhatsApp, c'est une Facebook non messagerie, plus, Circle peut-être, ouais, mais tu vois, Discord, effectivement, ça a été fait. Alors, j'utilise pas Discord, hein, effectivement, ça a été construit pour ça. Moi, tu vois, c'est vrai, c'est vraiment une question. C'est marrant parce que tu t'en parlais rapidement, mais c'est une vraie question pour moi de se poser la question de la taille de la communauté. Et de l'objectif de la communauté. Parce que si tu veux faire une petite communauté avec des gens qui échangent sur un sujet bien précis versus si tu veux une communauté justement qui va venir amplifier les choses, se donner des informations, pouvoir partager des informations, tu vas clairement pas faire la même chose. Tu le disais, WhatsApp, c'est super intéressant sur une petite communauté parce que justement, il est dans le téléphone, quasiment tout le monde là, et puis tu as les notifs en permanence, donc les gens, tu arrives à les avoir sans qu'ils aient besoin d'ouvrir, de télécharger un logiciel ou autre, ou d'aller sur une page spécifique comme par exemple Facebook ou peu importe, ou même Discord. Mais effectivement, c'est du immédiat, donc ça marche sur des petites communautés qui travaillent sur un temps défini et qui ont besoin justement d'avancer ensemble. Moi, je sais que sur mes formations, je fais des formations, mais que en petits groupes. Je ne fais pas du tout de formation, tu vois, avec 2000 personnes. Je veux garder un lien ultra perso. Et le jour où je suis passée sur WhatsApp, ça a radicalement changé les choses parce que ça crée de la communauté immédiate. Ça a un gros désavantage, tu le disais. La communauté immédiate, c'est bien parce que tu as un engagement qui est ultra fort des personnes. Soit elles adhèrent, soit elles adhèrent pas, mais en tout cas, quand elles adhèrent, c'est assez fort. En revanche, c'est pas simple si tu veux partager véritablement de l'information, de la donnée, garder un historique, revenir peut-être 6 mois plus tard sur, je sais pas, un tuto ou quelque chose que tu as pu partager. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour du jour le jour, là où tu en as d'autres où tu vas pouvoir classer les choses. J'imagine que tu vas me dire, bah non, bah tu vois, si tu es sur Slack ou sur Discord, tu vas pouvoir organiser selon des thèmes et aller venir chercher les éléments. Mais, alors tu vas me dire si c'est le cas, moi le sentiment que j'ai, c'est que c'est peut-être un petit peu plus dur d'aller alimenter une communauté, de faire démarrer la communauté et de t'assurer qu'elle reste vivante sur un Slack ou un Discord parce que bah justement c'est tellement organisé qu'il faut que tu aies un certain nombre de personnes pour pouvoir venir l'alimenter pour qu'elle vive, ou est-ce que c'est une fausse idée que je me fais là? Alors déjà, il y a beaucoup trop de sujets sur lesquels je veux rebondir, c'est horrible. Vas-y. Je vais d'abord, répondre à ta question. Je pense que oui, c'est vraiment une question d'échelle, même si en fait, un Discord ou un Slack, ça peut très rapidement être, j'ai pas le mot en français, mais de l'overkill quoi. Ouais. D'avoir un serveur Tu peux Discord tirer une balle dans complet. le pied, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ou alors ce serait trop, quoi. Des fois, il y a pas besoin d'avoir si on est 30, il y a pas forcément besoin d'avoir un Discord, quoi. En fait, ça dépend vraiment de l'usage. Tout à l'heure, tu parlais, de l'échelle de la communauté, des objectifs et cetera. Ça, c'est un truc dont tout le monde parle dans le milieu de la communauté, c'est, le modèle Spaces, qui est un modèle, justement pour, savoir un petit peu, dans quelle direction on veut, envoyer cette communauté. Est-ce que c'est, du support? Est-ce que c'est de l'acquisition? Est-ce que c'est, de la contribution à du contenu UGC? Est-ce que c'est de l'engagement? Enfin bref, les différentes lettres du modèle. Dans tous les cas, vous pouvez aller, checker sur internet. Et sur l'échelle de la communauté, ça dépend énormément de est-ce qu'on veut une communauté restreinte d'ambassadeurs VIP?
Pour les JO, par exemple, moi, c'était une communauté de supporters de l'équipe de France qui avait été sélectionnée. Donc, on était sur à peu près 500 personnes. Sur des communautés comme Louis Vuitton, comme la SACEM, etc. C'est ouvert, donc on peut aller sur du 2000 jusqu'à 15 000, jusqu'à voire même plus de personnes. Donc les objectifs sont absolument pas les mêmes. Quand on a 30 personnes, on n'est pas là pour faire du chiffre, on n'est pas là pour faire des sous. On est là pour fidéliser, on est là pour faire de l'engagement, on est là pour driver des ambassadeurs, de l'advocacy, etc. Quand on est sur du 12 000 personnes, on est plus sur de la notoriété, sur de la fidélisation et sur de l'engagement de fond, parce qu'on est plus il y a de monde, moins le pourcentage de membres engagés est élevé, évidemment. Mais voilà. Et après, ça amène le sujet du ROI, mais je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant. Bah si, vas-y, pourquoi pas. Si t'es lancé Ah ouais, dessus, non, vas-y, je t'en mais prie. en fait, c'est un des sujets les plus problématiques actuellement, parce que tout à l'heure, il y a une phrase qui m'a marqué dans ce que tu as dit, c'est mais quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est la solution incroyable de créer de la communauté. Pourquoi personne ne le fait alors? Déjà, en effet, il y a forcément à mon goût, parce que c'est mon métier, pas assez de gens qui le font, mais le gros point de friction, c'est le ROI qui n'est pas un ROI. On fait des ads, une semaine après, on a nos résultats, à peine. Je paye tant, je sais que j'ai tant. Voilà. Sur une communauté, on est plus sur du ROI à 6 mois, enfin 3 à 6 mois pour le début, à 1 an, etc. après. Et c'est vraiment un game de long terme où on va venir créer une vraie relation avec nos clients. On a un peu envie de s'inscrire comme un partenaire de vie, limite. Dans le long terme, on crée une relation avec eux, on fidélise, on engage, etc. pour que sport égale décathlon, pour que vêtements égale Kiabi, pour que boisson égale Coca-Cola, j'en sais rien, ou cristalline pour ceux qui n'aiment pas les sodas. Enfin, il y a ou le goûter égale Michel et Augustin, pour qu'on crée ces réflexes-là dans le cerveau des gens, quoi. Ouais, c'est vraiment un travail de... Enfin, dès lors qu'on travaille sur de la notoriété, sur de l'expérience, on est sur de la construction longue de fait. Et ça, je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose à vérifier, surtout pour les équipes marketing, en fait. C'est vraiment quelque chose à avoir très clairement en tête parce que on est tous pareils. Depuis qu'on a le digital, je dis depuis qu'on a le digital parce que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas le digital. Donc, les ROI étaient différents. Il fallait les trouver quand même, mais ils étaient différents. L'avantage et l'inconvénient du digital, c'est qu'avec le digital, on a des KPIs immédiats. Tu le disais, tu fais une campagne d'ads, bim, tu as tes résultats sur ta campagne d'ads. On te dit déjà qu'il serait bien d'attendre un petit peu pour que l'algorithme ait le temps de s'y faire. On a déjà du mal à attendre, mais en tout cas, si tu fais tourner ton algo suffisamment de jours, et ça se compte en jours, tu arrives à avoir des KPI avec... des CPM, etc. Tous les éléments que tu vas pouvoir benchmarker. Donc, c'est ultra clair, tu as des chiffres. Dès lors que tu travailles de l'image, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'avoir, une évolution, des chiffres. Si tu veux vraiment des chiffres, il faut faire des études conso. Et ça, des études conso, on a beaucoup plus de mal à en faire maintenant parce que ça coûte cher et qu'on veut des KPIs immédiats et que voilà. Mais il n'empêche que la noto reste un élément absolument essentiel, en tout cas à mon sens, du marketing à travailler, qu'on a tendance un petit peu à oublier parce que dans le digital, encore une fois, on a des capacités à avoir des actions qui ont des KPI plus immédiats et c'est plus facile de vendre ça à ton directeur marketing ou à ton DAF qu'un ROI à 1 an et avec des stats qui sont plus ou moins évidentes. Il n'empêche que si on ne travaille pas la noto, on travaille court terme. La notoriété, ça va être du travail long terme. La communauté, ce que j'entends, ce que tu nous dis, c'est qu'on vient travailler la relation, c'est pas autre chose, la communauté. On vient travailler la relation, on vient travailler la confiance, on va travailler le fait d'établir sa marque finalement. Et donc ça, c'est du long terme. Et donc, il faut réussir à le positionner sur du long terme. Mais du coup, ma question, Louis, pour toi, c'est que demain, je dois aller voir mon directeur marketing ou mon DAF où je suis indépendant et je veux pouvoir un petit peu mesurer les éléments, le travail que je mets en place. Je veux mettre en place une communauté. J'ai compris que c'est du long terme. Je veux le travailler à 1 an.
c'est quoi sur quoi quels sont tes KPI? Sur quoi est-ce que tu vas pouvoir venir mesurer? Est-ce qu'il y a des choses quantifiables que tu vas pouvoir aller Ouais, regarder? bien sûr. Alors, tu vas avoir plusieurs types de KPI. Du coup, ceux qui vont être court terme, qui vont être vraiment pour voir la santé, on va dire, au jour le jour, ou à la semaine, ou au mois de la communauté. Et d'ailleurs, dans les infos sur moi que je te passerai à la fin, moi, j'ai bossé sur une sorte de formule, on va dire, pour voir la santé de la communauté au global, qui met plusieurs KPI en relation. Mais en gros, moi j'aime bien regarder le taux d'engagement, le nombre de gens qui sont engagés dans la communauté. Le facteur de rétention, c'est combien de personnes arrivent toutes les une personne qui partent. Donc c'est un bon indicateur de si le contenu de la communauté plaît aux gens. Le nombre de gens qui arrivent, tout simplement, le nombre de messages moyens par personne, etc. Enfin, vraiment, en fait, tout ce qui va graviter autour de est-ce que quand les gens arrivent, ils s'engagent et le contenu leur plaît, et est-ce que dans la globalité, ma communauté est active. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est court terme, pour voir justement est-ce que mes animations marchent, est-ce que les gens aiment bien la communauté, est-ce que tout ça. Et après, là où justement c'est ceux qui vont être le plus dur à expliquer, c'est les KPI qui vont avoir un impact sur le business. Donc c'est un petit peu en cascade pour moi. C'est-à-dire que on va essayer de regarder le changement du MRR, par exemple, peut-être. Est-ce qu'on a plus de revenus récurrents parce qu'on a plus de gens qui sont fidélisés? Est-ce que on a Je suis en train de me perdre dans tous les KPI que je dis, parce qu'il y en a tellement. Non, mais tu peux m'en donner un ou deux sur le long terme. On a effectivement le MRR, c'est-à-dire le revenu récurrent. T'as plus rien à faire, pouf, ça revient. Enfin, t'as plus rien à faire. Ouais. Tu peux délivrer, mais ça revient régulièrement. Alors ça, c'est si t'as un business qui fonctionne en subscription, en abonnement. Ouais, ou Subscription. je reprends Decathlon, clin d'œil à Decathlon. Non, mais si par exemple Decathlon, ils peuvent faire bon, c'est des analyses comparatives du coup, mais entre des membres qui sont dans leur communauté et des membres qui ne le sont pas, bah, est-ce que ces gens-là rachètent plus souvent? Est-ce que leur panier moyen est plus élevé? C'est vraiment la comparaison, c'est un petit peu le meilleur moyen de constater une évolution dans les communautés. Et forcément, bah, on peut essayer de faire des corrélations avec, comme je te disais tout à l'heure, les dépenses qu'on fait en ads par rapport à l'acquisition de leads qu'on a. Euh, on peut aussi un peu chercher les KPI dont on a besoin, en fait. Ouais, non mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que effectivement cette histoire de communauté, ça va nous permettre de croiser les intérêts du digital enfin du digital, des KPI digital classiques type ads, etc. Et de la notoriété qui est plus dure à croiser. Mais en fait finalement, ta communauté, c'est comme si tu avais ton panel d'études quali où tu viens aller regarder justement l'évolution de l'image. Via la communauté, tu arrives à voir, puisque tu arrives à les traquer. Tu arrives à les traquer en digital. Si on reprend Decathlon, tu vas peut-être me dire, bah oui, mais on manque de peau. S'ils n'achètent pas via le site internet, mais qu'ils vont en magasin, peut-être je vais pas les voir. Bah si, parce qu'en fait, Decathlon, ils ont quand même une carte de fidélité. Alors tout le monde n'a pas la carte de fidélité Decathlon, sauf que quand tu fais partie de la communauté À Decathlon, mon il y a quand même de avis, bonnes ouais. chances que tu aies la carte fidélité Decathlon. Donc tu arrives à traquer finalement les gens. Et effectivement, là, c'est vachement intéressant, c'est que tu arrives à aller regarder sur le long terme. Et là, c'est beaucoup plus intéressant que de traquer juste une campagne. Sur le long terme, tu arrives à aller voir, bah tiens, mon panier moyen, est-ce que le panier moyen des gens qui sont dans la communauté est plus élevé? Est-ce que le panier moyen des gens qui rentrent dans la communauté va grandir? Et donc là, tu as effectivement une qualité d'acquisition, une qualité de rétention, une qualité de fidélisation qui va être super intéressante à aller travailler. Donc finalement, ce que je comprends en discutant avec toi, c'est que non seulement cette communauté, elle nous aide sur plein de choses, sur de l'acquisition, de l'image, du support, enfin, elle a vraiment quand même beaucoup d'attrait. Mais en plus, en réalité, on arrive à suivre des KPI qui sont souvent difficiles à suivre et souvent difficiles à vendre, et notamment de la noto, on va pouvoir la suivre plus facilement, ou en tout cas, l'impact entre notoriété et achat, ce que je trouve vraiment intéressant. Du coup, ça me donne envie tu vois, de me pencher plus sur la communauté. Si demain j'ai envie de monter une communauté, Louis,
Pour toi? Comment je fais? Ouais, non, de façon générale, les gens qui nous écoutent, c'est quoi les questions à se poser? Alors évidemment, hein, tu vas me dire, d'un business à l'autre, ça va être largement différent. On est bien d'accord. Mais c'est quoi les grandes questions qu'il faut se poser avant de rentrer sur ce sujet de la communauté? Parce que là, je pense que tu as pas mal de gens qui se disent, attends, mais c'est quoi cette histoire? Moi, bien sûr, on connaît tous les communautés, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent, ah mince, j'avais pas réalisé l'importance et l'intérêt, tout ce que ça pouvait m'apporter, cette communauté. C'est quoi les grosses questions qu'il faut que je me pose pour pouvoir commencer à établir une stratégie de communauté, d'après toi? Ouais, bah alors déjà c'est super parce que c'est ce que j'allais dire, c'est que je suis un peu biaisé par le fait de beaucoup parler au final des communautés de marques, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que j'adore faire, améliorer l'expérience des clients d'une marque pour avoir un impact sur tous ces KPI long terme. Mais comme je vous le disais avant dans l'épisode, il y a énormément de types de communautés. C'est un peu un couteau suisse en fait, la communauté qui va venir servir vos objectifs à vous. Donc la première question à se poser, c'est ok, c'est quoi mon objectif? Est-ce que je veux faire générer des leads? Est-ce que je veux avoir des gens qui fassent de l'UGC pour moi? Est-ce que je veux avoir des gens qui ont du succès enfin, grâce à mon produit? Donc par exemple, je prends l'exemple de Webflow. Pour créer des sites internet, ils ont toute une communauté de gens qui créent des sites internet sur leur site, avec un forum qui est en place, etc. Et donc forcément beaucoup de tutoriels qui font en sorte que les gens aient du succès en utilisant Webflow. Enfin bref, c'est un engrenage sans fin. Donc la première question à se poser, c'est quel est mon objectif? La deuxième question, c'est ok, quelles sont les ressources que je vais devoir mettre en place ou les ressources que j'ai pour créer cette communauté? Et la troisième question qui est un petit peu du coup liée aux deux premières, c'est bah, est-ce que avec les ressources que j'ai, je peux mettre en place l'objectif, enfin je peux atteindre l'objectif que je me suis fixé quoi. Parce que si, On n'a pas parlé des ressources, Louis, ouais, pardon, je te coupe, justement, mais je réalise. Tu me mets le doigt dessus. On n'a pas parlé des ressources. C'est quoi les ressources dont j'ai besoin pour mettre en place une ça communauté? peut, si je te prends de manière globale, d'abord, c'est le temps, l'argent et l'humain. C'est voilà, Classique. le très classique, mais on s'en rend pas assez compte des fois. Je vais encore prendre l'exemple d'une communauté de marque, mais c'est déclinable pour tous les types pour tous les types de communautés. Je prendrai un exemple aussi, par exemple, d'un infopreneur qui bosse tout seul ou avec deux trois personnes. Vous verrez que ça marche aussi. Mais pour une marque, donc par exemple pour Decathlon, chez Decathlon, bah, il faut de l'argent parce qu'il faut payer la personne qui va gérer la communauté en externe, donc un freelance ou une agence. Il faut payer peut-être une personne en interne aussi qui sera en charge de la gestion de la communauté et de faire le lien entre la marque et ce prestataire externe. Il faut du temps alloué de cette personne-là pour qu'elle puisse être disponible pour avancer avec l'agence ou le freelance pour mettre des projets en place, etc. Parce que c'est vraiment une collaboration, hein. L'agence ou le freelance va pas pouvoir tout créer de toutes pièces. Il y a vraiment une grosse implication de la marque. Bon, l'argent, voilà, l'humain, je l'ai dit. Mais donc, il faut vraiment. Moi, le problème que j'ai eu souvent, c'était vraiment cet aspect-là de collaboration, de croire que en fait, l'agence ou le freelance va pouvoir tout faire tout seul. Donc, non, il faut quelqu'un qui soit dédié en interne, ou en tout cas qui ait ça dans ses to-do. Et bah, par exemple, si on scale un petit peu en dessous pour un infopreneur ou une toute petite équipe, bah, il faut avoir soit un minimum de budget, soit bah, revoir ses objectifs à la baisse et pas forcément faire, je sais pas, si on est si on est une TPE qui vend, je sais pas, des piscines, et ben on va peut-être pas faire du jour au lendemain la plus grande communauté d'amateurs de piscines de jardin de France, parce qu'on n'aura pas forcément le budget pour déployer ça, pour faire des ads, etc. Mais on peut au début faire une petite communauté avec nos ambassadeurs. Enfin, il y a plein d'échelles possibles en fait qui sont juste à adapter en cochant des petites cases. Ok, est-ce que j'ai mon budget? Est-ce que j'ai des gens qui sont dispo pour faire ça? Parce que ça prend du temps aussi.
Non, si tu veux, le point que je trouve assez primordial dans ce que tu dis, c'est effectivement, bien sûr, il va falloir qu'on soit objectif et qu'on regarde ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire, quelle est l'ampleur de la chose. Mais vraiment, le point, moi, je trouve qui est essentiel, c'est ton idée de collaboration. C'est-à-dire que c'est bien joli de se dire, alors je pense que c'est vrai sur tout, mais c'est probablement encore plus vrai sur la communauté. C'est bien joli de se dire, bah, je vais prendre un free ou je vais prendre une agence, enfin peu importe, après, ça dépend de la taille, hein. Je vais prendre quelqu'un qui va gérer ma communauté pour moi parce que bah, c'est du temps, voilà, et de la compétence, bien évidemment. Sauf que, effectivement, se dire, je mets ça dans les mains du free ou de l'agence, et après, je m'en occupe plus, c'est nécessairement une erreur dès lors que, on l'a dit, la communauté, c'est du travail d'image. Tu viens travailler ta marque, tu viens travailler l'expérientiel de ta marque. Si la marque n'est pas derrière pour aller injecter ce qui fait que la marque est la marque, bah, c'est de la communauté lambda qui pourrait fonctionner pour tout le monde. Je reprends Decathlon. Ben, dans ces cas-là, on va faire une communauté sur le sport qui marchera aussi bien pour Decathlon que pour Go Sport, que pour Adidas, que pour Puma. En tout cas, ça a beaucoup, beaucoup moins d'intérêt. Je dirais pas que ça n'a aucun intérêt, mais ça aura beaucoup, beaucoup moins d'intérêt parce que tu viens pas le relier à la marque. Le but de la communauté, c'est de faire rejaillir la communauté sur la marque sur la communauté et la communauté sur la marque. Toi, tu disais, ça demande de la compétence. Moi, je sais faire de la communauté, je sais créer des leviers engageants, je sais créer une stratégie qui fait que les gens veulent venir et veulent rester, soient fidèles, etc. Mais je ne suis pas forcément spécialiste de toutes les marques avec qui je vais Bien travailler sûr. ou de tous les domaines. Et justement, dans l'aspect de la stratégie, bah, j'imagine que tu l'avais imaginé, mais il y a plusieurs étapes. Il y a l'acquisition au début, comment on fait en sorte que les gens viennent dans la communauté, comment on fait pour animer cette communauté, engager les gens et faire qu'ils restent, et comment on fait bah, s'ils partent, bah, par exemple, pour avoir leur retour. Enfin, il y a vraiment plusieurs étapes. Là, je t'ai mis 3 grosses étapes, mais il y a plein de petites sous-étapes. Mais dans cette première étape ultra importante qui est l'acquisition, comment on fait pour que les gens viennent dans la communauté, et ben en fait le rôle de la marque par exemple il est crucial parce que Essentiel, bah oui. comment on fait pour avoir des gens et une communauté active si même la marque en parle pas. Donc c'est vraiment une question de collaboration euh, il faut que les gens qui veulent créer une communauté soient drivés par l'envie de faire vivre une expérience client améliorée à leurs clients. Vraiment, moi, des fois, ça fait pas envie parce que les gens qui pensent chiffres, ROI, etc., ça leur fait pas envie. Moi, je leur dis, oubliez les chiffres pour l'instant, juste faites kiffer vos clients, faites-leur vivre une expérience client trop bien, et vous inquiétez pas, dans tous les cas, ils vont vous le rendre. On donne avant de recevoir, quoi. J'adore le terme. On va conclure là-dessus. La communauté, c'est une expérience client améliorée. Et ça, de fait, tu le dis, et c'est juste, je pense qu'il y a même pas à débattre. De fait, ils vous le rendront et il y aura des chiffres derrière. On en reparlera des chiffres et on en a parlé, mais on le mettra après. Mais d'abord, le point principal, c'est vouloir faire vivre une expérience améliorée aux clients et c'est ça qui va construire la communauté. Je vais essayer de résumer tout ce que tu nous as dit. Tu nous as dit plein de trucs, Louis, sur la communauté. D'abord, qu'est-ce que tu nous dis? C'est que la communauté, c'est pas l'audience. L'audience, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui va parler aux gens qui l'écoutent, mais finalement, ça remonte pas, ça discute pas entre la communauté. C'est vraiment, certes, il y a potentiellement une marque qui parle, mais il y a tous ces gens qui sont là autour et qui interagissent entre eux. Et en fait, finalement, ils peuvent vivre quasiment en autonomie. Il va falloir l'animer, la communauté, bien sûr, mais il n'empêche qu'il y ait une autonomisation de ce bout d'audience qui s'appelle la communauté. Les objectifs qu'on va avoir sur la communauté, quand je t'ai demandé, mais à quoi ça sert, Louis, d'avoir une communauté? Et là, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as dit, mais Estelle, attends, à plein de trucs, tu vas évidemment travailler l'acquisition au travers de cette communauté. Tu vas pouvoir travailler un allègement de ton support parce que les gens vont pouvoir s'aider entre eux. Tu vas réduire tes coûts d'acquisition parce que peut-être que tu auras des ambassadeurs qui vont aller t'aider à chercher de nouvelles personnes. Tu vas travailler la fidélisation au travers de cet expérientiel. Et puis, tu vas travailler la notoriété de la marque parce que tu proposes une véritable expérience. Tu vas travailler non seulement la notoriété, mais l'image de la marque parce que vraiment, tu es dans quelque chose que les gens vivent réellement. Donc là,
on va être sur quelque chose qui va marquer réellement les esprits et ancrer la marque auprès de ces personnes. Et Alors tu des vois communes, là-dessus, si ouais, je peux me permettre de rajouter un mini truc que ouais, je me rends compte que j'ai oublié de dire, sur l'image, un des points, ultra, 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 ultra important pour les marques, et pour même les gens qui créent de la communauté en général, c'est la différenciation. Parce que, une trend TikTok, un concept, une photo, un post Instagram, ça peut se dupliquer. On peut, se dire, «Ah ouais, la trend que j'ai vue là, elle était marrante, je vais la refaire pour ma marque». Une communauté, une identité, les gens qu'il y a dans cette communauté-là, toute l'image de la marque qui va s'imprégner dans cette communauté-là, c'est pas duplicable. Donc en fait, tu vas te créer une différenciation majeure de tous ouais. tes concurrents, quoi. Ouais, donc en plus de ça, c'est intéressant ce que tu dis, en plus de cette notoriété, de cette acquisition, du support, etc., tu viens travailler ta différenciation et on sait à quel point la différenciation est vraiment absolument, absolument essentielle. Les ressources, on en parlait à la fin, mais on aurait dû en parler avant. Les ressources nécessaires, elles sont assez simples finalement. Temps, argent, humain, c'est toujours pareil. Ce que tu nous dis qui est véritablement important, c'est la collaboration entre la marque et la personne qui anime la communauté. Parce que c'est une compétence d'animer la communauté, il va falloir l'animer pour qu'elle vive, évidemment, pour que les gens viennent, pour que les gens interagissent, pour que les gens restent, pour que les gens qui partent nous donnent des retours. C'est ce que tu disais, hein, les différents éléments de timing de cette communauté. Mais ça ne peut se faire et ça n'aura d'intérêt que si la marque vient insuffler ces éléments. Parce qu'encore une fois, on est sur de l'expérientiel. Sinon, ça n'a pas de sens d'avoir une communauté autour de cette marque. Les plateformes qu'on va pouvoir utiliser, elles sont diverses. Tu as cité Discord, Slack, Facebook, WhatsApp, etc. Il y en a plein. Ce qui est important, c'est de se poser la question de l'objectif dès le départ parce qu'on ne va pas les utiliser pour les mêmes choses. Et notamment, un élément intéressant à prendre en compte, c'est la taille de la communauté. Tu ne vas pas utiliser le même support si tu as 30 personnes ou 2000 personnes. 30 personnes, tu vas peut-être plus aller vers un WhatsApp et 2000 personnes, tu vas plutôt aller, par exemple, vers un Slack ou un Discord. Donc, il va falloir vraiment poser tous ces éléments avant de lancer sa stratégie communautaire pour pouvoir voir où est-ce qu'on va pouvoir travailler. Ensuite, on a parlé des KPI. Et les KPI, pour le coup, je trouve que c'est ultra important parce qu'encore une fois, notre stratégie de communauté, il va falloir qu'on aille la vendre. On va la vendre à son directeur marketing, son DAF, son CEO. Si on est indépendant, il va falloir qu'on se la vende à soi-même, mais n'empêche qu'à un moment donné, il va falloir qu'on puisse regarder si ça fonctionne, cette histoire. L'avantage de la communauté, c'est qu'on a les deux côtés du rapide, ou en tout cas du qualifiable qu'on a sur le digital, et puis de la notoriété qui est plus long terme et qui vient apporter des choses plus dans la durée. L'avantage de la communauté, c'est que finalement, c'est déjà ton panel d'une étude qualitative que tu vas pouvoir faire sur la notoriété. Donc, tu vas pouvoir croiser des éléments ultra quantitatifs du digital et des éléments de notoriété. C'est ultra intéressant. C'est même limite un mini labo à monter. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses à construire Carrément. aussi sur du test en communauté. Je trouve ça Bien sûr. assez fou. La Donc voilà. co-création, c'est Ouais, non, mais c'est sûr qu'il y a énormément de choses à faire. Merci Louis, parce que tu vois, en discutant avec toi, ça m'ouvre un peu mes chakras sur la communauté, où finalement la communauté, tu le vois comme un truc un peu, ouais, c'est sympa, il y a quelqu'un, il y a un community manager qui discute un peu tous les jours pour que les gens discutent ensemble. Finalement, quand tu creuses le sujet, tu te rends compte que d'un point de vue stratégique pour une marque, pour une petite marque, mais pour une très grosse marque aussi finalement, tu vas avoir des implications qui peuvent être véritablement intéressantes et sur le court terme et sur le long terme et sur beaucoup d'objectifs différents. Donc, il y a véritablement quelque chose à travailler là. Louis, merci. Si on veut en savoir plus sur toi, si on veut te poser des questions, parce que évidemment, on n'a pas le temps de tout aborder, ou si on a envie de bosser avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi? déjà merci Estelle de l'invitation et de cette discussion, c'était vraiment cool. Et ouais, si vous voulez me retrouver, il y aura mon LinkedIn, donc Louis Barre, et peut-être que tu le mettras dans la description. Bien sûr. Et mon site internet aussi, louisbarre.fr. Donc Louis, Lois Bard, tout collé. Et, et voilà, avec plaisir en vrai.
que je réponds à vos questions parce que c'est vrai que 30 minutes, c'est beaucoup trop court pour C'est très parler de court, ces c'est sujets très court. passionnants. Il y a plein de choses à dire. Écoute, en tout cas, merci beaucoup, Louis, d'être venu nous parler de communauté. Moi, en tout cas, personnellement, ça a aiguisé vraiment mon intérêt sur plein de sujets. On pourrait faire 10 épisodes de podcast dessus. Il y a peut-être Tellement, il y a tellement. peut-être une série à faire. Merci en tout cas à toi. Je mets les liens, bien sûr, dans les notes de l'épisode. Et t'es le bienvenu quand tu veux, Louis, sur le podcast du marketing. Merci. Louis, un grand merci d'être venu discuter avec moi aujourd'hui de communauté. Véritablement, la communauté, je trouve que c'est un mot qu'on utilise comme ça, vaguement, en se disant oui, bon, c'est sympa, on va pouvoir discuter avec des gens. Et en fait, on voit bien que c'est bien plus gros que ça, bien plus important que ça, et puis surtout, bien plus stratégique que ça. Il faut construire une véritable stratégie, des objectifs, une intention pour pouvoir utiliser réellement cette communauté à son plein potentiel, à savoir une expérience client, une véritable expérience de marque. Merci encore Louis d'avoir partagé tous ces éléments avec nous. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez en savoir plus sur le podcast du marketing, je vous propose de rejoindre la newsletter du podcast. C'est très simple, vous allez sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Vous aurez toutes les infos du podcast, des résumés des podcasts, les bonus des podcasts. Et puis, je vous parle aussi des backstage de la vie d'entrepreneur. Je vous dis à très vite.